Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Je suis vraiment très heureuse de présenter ce livre. Il m'a littéralement happé. Il m'a attrapé. Tellement il est impliquant, et par ailleurs vivant, agréable à lire. La qualité d'écriture est remarquable, j'en parlerai un petit peu plus tard. Bref, c'est un vrai plaisir. J'espère que je vais être à la hauteur de mon désir dans cette affaire. Bon, il s'agit du témoignage de votre expérience de psychiatre, psychanalyste de 2003-2015 dans l'intersecteur de pédopsychiatrie de Seine-Saint-Denis, le fameux 93. Auprès d'enfants et d'adolescents, et plus particulièrement dans ce livre, auprès des mères, des mères qui consultent en maternité, soit qu'elles soient enceintes, soit qu'elles sont jeunes accouchées, soit qu'elles ont accouché. Vous savez, votre travail a commencé par une variation d'un jour par semaine, et puis très vite, bientôt, vous dites, c'est devenu réellement un centre de consultation avec 9 personnes, 9 femmes. Vous présentez ce travail avec les patients comme l'œuvre, enfin en tout cas comme le travail d'un collectif. Nous formions un corps, dites-vous. Vous en êtes membres. Et tous sont solidaires, membres solidaires, tenus par des buts et des valeurs communes. Il s'agit donc vraiment d'une démarche collective pour, je vous cite, changer la donne. C'est quoi? Eh bien, c'est changer, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour ces femmes, le plus souvent étrangères, le plus souvent sans papier, perdues dans cette monde pauvre, qui souffrent de l'exil, de l'isolement, du dénuement. Aujourd'hui, elles sont immigrées, illégales le plus souvent, on les appelle les migrantes. Assez vite, vous éprouvez une forme de familiarité, à la fois avec cette banlieue, à la fois avec ce que vous percevez de l'exil de ces populations, une impression de déjà vu, déjà connu, mais ce n'est que plus tard que vous ferez le lien avec votre propre histoire d'enfants immigrés, issus de parents nés à l'étranger, qui ont connu le déracinement, mais surtout j'en sais rien, mais aussi qui ont eu affaire avec le sentiment d'une différence dans ce pays, la France. Une différence quelque peu gênante, à la limite d'une illégitimité. À ce témoignage s'ajoute un constat un peu désespéré et un plaidoyer. Ce livre se veut une alerte sur la dégradation de nos services de soins, et très particulièrement ceux de la psychiatrie, alors que les enjeux sont considérables, pas seulement sur le plan humanitaire. Mais, c'est évident ça, mais il s'agit d'un ratage possible, ou d'un ratage annoncé, de cette première ouverture à un processus d'intégration de ces populations. L'intégration, je veux dire, de citoyenneté de ces populations. En ce sens, l'enjeu était là. Pour cheminer dans votre livre qui est très dense, dense au sens très touffu, où vous balayez des tas de choses absolument passionnantes, mais que nous ne pourrons pas aborder ce soir, je vous propose de commencer par parler de votre travail de parole et de mémoire, votre pratique, qui est guidée par votre formation d'analyste. Puis, de regarder ces portraits de femmes que vous nous pensez au travers des récits du livre. Nous tenterons de repérer les traits communs à toutes ces patients. Et enfin, nous finirons par votre réflexion critique des soins de psychiatrie dans notre pays
et la visée plus politique de votre livre. Ça va bien ? Parfait. Alors, à propos de votre pratique, ce qui frappe d'emblée, c'est la sensibilité et l'humanité dont vous faites preuve. Il faut se rappeler que ces femmes n'ont pas de demande à vous rencontrer. Elles vous ont été adressées par une sage-femme, la sage-femme, une sage-femme, la psychologue, peut-être quelqu'un d'autre. Elles arrivent à vous, si je puis dire, dans une consultation perdue, blessée, traumatisée et de l'immigration et de leur passé. Quand il y a trauma, dites-vous, il faut quelque chose de très enveloppant. C'est donc avec délicatesse et une grande éthique de la relation que vous avez invité ces femmes à parler. Ces femmes qui, elles, sont depuis longtemps coupées de leurs paroles. Je dis éthique. Dans le livre, vous parlerez de votre croyance dans la relation. Bon, mais que cette croyance est éthique. C'est avec neutralité bienveillante que vous écoutez leurs confidences, leurs plaintes et récits qu'elles font de leur histoire, leur représentation. Vous vous nommez médecin de la mémoire. Je vous cite. Vous avancez que la plupart de vos patients ont trop de souvenirs. Je vous cite encore. Il faudra que se remette à fonctionner la machine à oublier pour que puisse s'inscrire le présent. Dans le travail avec les patients, vous invitez à la parole, mais aussi à la recherche de la vérité. Même si vous dites que celle-ci ne peut se lui-dire. Il s'agit de mettre au jour, de nommer le non-dit, de cacher, afin de soulager l'angoisse. Quelquefois, cette vérité surgit de façon saisissante, à la fois pour le thérapeute et pour le patient. Il y a, dans le livre, que je vous invite à lire, il y a un très beau témoignage de cette affaire-là, du surgissement, au travers de l'histoire d'une femme, Madame H. Page 55. Pour qui tout d'un coup, au décours de, on va dire, d'un incident, un enfant qui interroge le thérapeute sur et 10, ça fait combien? Le thérapeute, on imagine, va un peu agacé de cette répétition, dessiner une bouteille de vin. Façon de répondre à l'enfant. Du vin. Cela fera effet de révélation pour la patiente, pour l'enfant et pour tous. À propos de la vérité, pourquoi je parle d'éthique? C'est parce que pour vous, c'est une question qui se pose toujours. On ne ment pas à un patient. Et on ment. On ne ment jamais à l'enfant. Là encore, il s'agit d'éthique. Bien sûr, vous insistez sur le pouvoir de réparation du dire vrai. J'ai relevé vers la fin de votre livre un mot qui m'a interpellé, contrebande. Pour parler de votre pratique de psychiatre, d'intersecteur, psychanalyste, tout d'un coup vient le mot de contrebande. Peut-être voulez-vous dire que comme analyste, et même si l'interrogation de la psychanalyse reste constante dans votre écrit, vous ne suivez pas les règles des coutumes, les usages, pas de protocole établi, pas de rythme fixe des consultations, pas de silence trop pesant. Et surtout, vous posez des amis. Acheter un sandwich, partager un repas, accueillir sans rendez-vous, faciliter les démarches, vous impliquer concrètement. C'est un peu contrebandier. De la même façon, comme psychiatre, et avec l'équipe, vous démenez pour trouver des solutions concrètes et dans l'urgence pour des patients qui sont en proie, en prise et en proie de situations inextricables. C'est le logement, c'est pas le logement, c'est pas d'argent,
c'est pas de recours, c'est il n'y a personne. Il faut agir. Et pour ça, il faut ruser, inventer des stratagèmes, creuser des voies de passage, voire enfreindre des règlements et des procédures pour trouver des recours auprès d'autres services de soins ou d'associations, auxquels vous dites une demi-vérité. Voilà la contrebande. De ça, vous direz plus tard dans le livre que c'est aujourd'hui ça qui est impossible. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Les murs sont devenus trop étroits. Je passe au portrait des femmes. Et je vais revenir à vos qualités d'écriture. Dès le début, on est frappé par cette écriture qui décrit, qui évoque, et qui nous ont permis déjà de nous sentir. Quand vous décrivez la banlieue, on en sent les odeurs, on entend les bruits, les vociférations, les injures. On a peur pour vous, avec vous, quand vous traversez ces lieux de chaos, où les voitures sont vandalisées, les vitres éclatées. Et bien de la même façon, quand vous allez nous présenter ces femmes, d'abord dans leur portrait physique, de leur silhouette, de leur attitude, de leurs gestes, nous les voyons assis sur le lit, avec leur enfant comme un chiffon sur les genoux, ou alors ratatinés sur leur chaise. Nous sommes en leur présence. Ce pouvoir évocateur est un talent. Vous nous les présentez en les nommant par les lettres de l'alphabet, de A à T. Ça veut dire beaucoup. Souvent, elles ne parlent pas français, et vous allez vous en débrouiller, avec ou sans interprète. Parce que les interprètes, ça pose un problème quand elles ne sont pas de la même origine, du même clan, de la même ethnie. Donc, quelquefois, il vaut mieux ne pas s'empêcher, ne s'en passer parce qu'ils sont un empêchement. Nous ne pouvons évidemment pas rentrer ici dans les singularités. Il y a 19 cas, 19 récits. Mais nous pouvons suivre les pistes de réflexion que vous aurez. La clinique est impactée par l'immigration, la précarité, la banlieue, le dénuement, la solitude et l'absence de recours à qui que ce soit. Blessées par des parcours chaotiques et mortifères, ces femmes se retrouvent sans papier et sans droit. Touchent les traumas. Elles sont aux prises avec le réel d'un monde violent, au présent comme au passé. Et engluées dans leur histoire familiale, leurs souvenirs, le poids des traditions, de la religion, des coutumes, des mythes, etc. Vous avez donc affaire avec la complexité de l'addition de ces traumatismes. Quand je veux dire la complexité, c'est-à-dire que ce n'est pas une somme, les traumatismes, ni un total. C'est la complexité de l'agencement de ces différents déterminismes culturels et familiaux. Et vous avez affaire avec cette énorme affaire-là, dans un moment très particulier, celui de la grossesse ou de la maternité. Certes, la naissance d'un enfant peut ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle page, mais elle peut aussi, et je vous cite, rebrancher les mères en un point traumatique de leur histoire. Il faut alors le découvrir et dégager le présent de sa collusion avec ce qui avait eu lieu précédemment. Ces femmes ont en commun aussi d'avoir une subjectivité problématique. Elles ont été traversées par des choses qui leur sont arrivées ou qui leur arrivent, qu'elles n'ont pas pu ou ne peuvent pas subjectiver. Il s'agira pour vous de leur permettre d'être les sujets de leur histoire et de ne plus se faire l'objet du désir des autres. Elles ont aussi en partage
d'avoir été des filles qui ne pèsent pas lourd dans leur communauté d'origine. Soumises à la volonté de leur mère, elles-mêmes soumises à la loi des hommes de leur clan, elles sont nombreuses à avoir été cédées, confiées à un oncle ou à une tante, pour lesquels elles ont souvent été un poids, et qui à leur tour vont les lâcher, les troquer ou les abandonner. Au lâchage des mères va s'ajouter l'absence ou la défaillance des pères ou de leurs substituts. Il n'y a plus personne, plus de recours. Ce sont des histoires terrifiantes. Et ces mères sont affolantes. Porteuses inconscientes de malédiction maternelle, il leur sera bien difficile, voire impossible, de nouer un lien avec leur enfant. Vous évoquez le cas, un portrait de Madame I, au destin tragique de petite fille cédée à 9 ans à un oncle qui l'a troquée. Elle a été excisée à 15 ans. Et je passe les péripéties qui ont suivi, qui sont juste épouvantables à lire. Et on imagine à éprouver. Elle n'arrive pas à toucher son nouveau-né, une fille. Comme si cette fille allait être soumise au même destin. Vous vous engagerez donc à trouver l'accompagnement nécessaire pour qu'un lien sain et protecteur puisse se tisser. Ces femmes vivent dans la honte de ce qui leur est arrivé, de l'abandon de leur mère, de l'opprobre de leur famille, honteuses d'elles-mêmes d'être immigrées. Elles sont aussi honteuses de leur origine, sous les regards remplis de préjugés, quand ce n'est pas du mépris et de la discrimination. Regards qu'elles croisent dans ce monde étranger, qu'elles vivent dominées par des blancs, et particulièrement, en l'occurrence, par des femmes blanches et savantes. Quant à la réflexion que vous portez sur nos systèmes de soins, et j'en arrive au dernier point, vous retracez l'histoire de la psychiatrie et de la prise en charge des patients depuis l'aliénisme jusqu'à maintenant, en vous attardant sur une période révolue où dominait la psychothérapie institutionnelle. D'abord, le dernier chapitre de votre livre s'intitule Requiem pour l'hôpital. Vous y constatez aujourd'hui la domination de l'approche scientifique. Vous parlez même de son triomphe, qui produit une médecine où prévalent protocole et procédures au détriment de la relation patient-médecin, qui, elle, est fondée sur la parole et l'écoute. Il n'y a plus de place pour les entretiens cliniques, qui étaient la pratique, et qui permettaient le repérage des symptômes à travers l'observation et l'expression du patient de ce qu'il éprouvait, de ce qui l'entravait, de ses douleurs. Désormais, le diagnostic se fait à partir de tests standardisés d'échelle qui servent de recueil à ces symptômes, à quoi s'ajoute l'imagerie et la biologie. On n'imagine même pas le futur avec l'intelligence artificielle. Le patient est alors pris comme un objet d'étude et non plus comme un sujet pris aux prises avec ses symptômes. C'est un vrai processus de déshumanisation. On pourrait étendre ce constat désespéré que vous faites à propos de l'hôpital psychiatrique à tous les services hospitaliers de la Lestine, où il n'y a plus de temps ni de personnel pour que se tissent de relations singulières entre soignés et soignants, et où les marges de manœuvre des soignants se réduisent encore. Certains diront que ce constat s'applique à l'ensemble des organisations publiques et de nos institutions. Il nous reste à résister et à lutter pour préserver ce lien précieux qui est le nôtre, qui nous relie les uns aux autres, le lien social. Ce livre est inspirant. Je vous en remercie.
invitée ici. Et je remercie tout le comité. En fait, ce livre, au départ, je pensais plutôt écrire une sorte de manuel de psychiatrie en périnatalité. Et puis, j'ai commencé d'ailleurs, disons, à partir de l'expérience qu'on a fait. En fait, ce travail existait déjà, mais c'était en 2003. Donc, en fait, en 2003, il y avait en général une psychologue dans les maternités, mais il n'y avait pas de service avec ce qu'on appelle une UPP aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont ça. Donc, mon idée était finalement de raconter ce travail. Au départ, j'ai commencé un manuel, puis après, je me suis dit non, je vais faire un roman choral. Donc, il y avait plein de personnages. Je l'ai fait lire à un éditeur, il m'a dit on comprend rien, c'est pire qu'un roman russe. Parce qu'il y avait tous les sages-femmes, les auxiliaires, les puéricultrices, etc. Donc, il m'a dit il y a deux personnages, la patiente et toi. Oublie tout le reste. Je me suis dit, ah non, mais je ne peux pas faire ça. Et puis bon, je me suis dit, bon, allez, essayons. Et finalement, c'était un tout autre livre. Je me suis dit, c'est un livre sur le soin psychique. À l'époque moi, j'ai appris une psychiatrie où l'entretien clinique était au cœur de... Voilà, c'était le noyau dur, c'était l'entretien clinique. Et à partir de là, une observation, c'est à partir de l'entretien clinique. Aujourd'hui, c'est quand même un peu différent, la psychiatrie. Ce qu'on appelle un diagnostic clinique, c'est une batterie de tests. Et si on n'est pas formé au test, on ne peut pas faire un diagnostic. Donc, et quand même, la démarche diagnostique, c'est vraiment la démarche centrale en tant que médecin. Donc, la psychanalyse, elle se greffait sur une psychiatrie qui était à partir d'un entretien clinique. Aujourd'hui, ça tend à changer. Je me suis dit, je vais faire un livre où cette articulation, j'essaye de l'attraper en quelque sorte. Et donc, c'était un livre qui n'était pas spécialement... j'ai essayé de mettre aucun jargon, aucun terme savant, et d'essayer de décrire vraiment comme une sorte de document de ce que c'était que le travail clinique dans ces années-là. Quand je suis arrivée à la maternité, j'étais un jeune psychiatre. J'étais assez surprise de cette clinique parce que je ne m'attendais pas du tout à une clinique différente de ce que je connaissais près de Versailles, Rambouillet, tout ça par là-bas. Et en fait, ça n'avait vraiment rien à voir. Et donc je me suis dit, c'était intéressant aussi, parce que la plupart... quand j'essayais d'en parler autour de moi, les gens, je me rendais compte qu'ils ne se rendaient pas compte de cette différence. Et cette différence est en même temps pas tout à fait différente, parce que, en fait, la plupart des femmes parlaient français, et même plutôt pas mal. Certaines ne parlaient pas, et donc j'ai évoqué ces situations où parfois on avait besoin d'un traducteur, ou parfois c'était compliqué avec un traducteur. Mais la plupart parlaient français parce qu'il y a eu la colonisation, et donc le français a été exporté dans plein de pays. Donc on parlait en français, sachant que ce n'était pas leur langue maternelle, mais ils avaient un français tout à fait un bon français, et pour la plupart, simplement, en fait, quand on travaille avec des souvenirs très marquants, j'entendais ça, comment, par exemple, une injure ou des choses comme ça, c'est comment ça se dit, comment elle le disait. Et alors, elle ne comprenait pas ma question, j'ai essayé de répéter, et finalement, elle disait dans leur langue certains des signifiants. Et donc, je travaillais, en quelque sorte, avec certains des signifiants de leur histoire, des signifiants que j'entendais comme majeurs, en leur faisant répéter, les répétant moi-même, ça les faisait rire parce qu'évidemment j'avais un accent nul. Et en fait, il y avait tout un jeu comme ça sur certains des signifiants de leur histoire. Et donc, parce que c'est quand même compliqué de travailler en langue, dans une langue qui n'est pas la langue où elles entendent encore les échos de ce qui s'est dit. Voilà, mais ça n'empêche pas de travailler. Quand bien même je ne connais pas toutes ces langues, évidemment. Peut-être j'avais aussi envie de dire que il y avait des choses qui m'étaient pas du tout familières, comme par exemple les sorts, les djinns, etc. Et finalement les femmes m'en parlaient. Elles m'en parlaient pas spontanément, mais si je leur posais la question, elles m'en parlaient. Et finalement,
je disais oui, mais qui vous l'a envoyé ce sort? Et elle racontait une histoire, et c'était les passions humaines, on retrouvait tout ce qu'on, enfin, quelque chose qui nous était tout à fait familier. Et donc en fait, le travail n'est pas très différent d'un travail avec, enfin, en ville, hein. C'est pas si différent que ça. C'est-à-dire c'est l'abord qui est différent, mais en fait le cœur du travail est tout à fait voilà, similaire. Et justement, en fait, malgré les différences culturelles, il me semble qu'il y avait une sorte de complicité. Et bon, en fait, moi, j'ai pas du tout cette question d'être blanche ou pas blanche. C'était pas du tout une question pour moi à l'époque. Et c'est les patients qui m'ont renvoyé ça. Et donc, j'ai pris conscience voilà, de toute une réalité à laquelle je n'étais pas du tout sensible et auquel m'ont sensibilisé l'expression de mes patients. Qu'est-ce que j'avais encore envie de dire sur le travail, le collectif, sur le fait qu'on était une équipe, c'est vrai que j'ai travaillé après dans d'autres équipes et ça n'avait rien à voir. Parce que c'est vrai que le fait de travailler en maternité déjà, même si ce n'est pas avec des patientes d'origine étrangère, il y a un engagement, c'est-à-dire c'est très important qu'une mère aille suffisamment bien, soit suffisamment disponible pour s'occuper d'un bébé. Il y a un enjeu, on n'a pas le temps, quoi. Il faut que le lien que la greffe prenne, il faut que le lien s'engage. Et cette dimension d'urgence qu'il y a en maternité, en fait, en maternité, il y a du réel. Et donc ça donne une sorte d'intensité au travail, voilà, qui ne tient pas, je pense, particulièrement à la question de l'immigration ou de ces questions-là. Après, ce poids de réel, il est encore, en quelque sorte, aggravé par la dimension de dénuement, parce que ne rien avoir quand on a un bébé, arriver sans le moindre trousseau, sans un body, c'est quelque chose de stupéfiant. Et d'ailleurs, c'est difficile, c'est-à-dire, moi j'étais plutôt stricte au départ, je disais, non, chacun son métier, voilà, nous on peut pas, l'équipe voulait voulait faire une association pour donner des trousseaux aux mamans qui n'avaient rien. Moi j'aurais dit, non, on ne fait pas la charité ici, on est soignants, on ne fait pas ça. Chacun son boulot, il faut qu'il y ait une autre association qu'elle se mette en lien avec le secours populaire. Et l'équipe a vraiment insisté, parce que c'est vrai que quand on est une jeune maman accouchée, c'est impossible d'aller à droite à gauche. Donc je dis, on va y réfléchir. Et finalement, on a fait une association qui s'appelait Un Premier Pas, qui existe toujours. Hein. Ce travail existe toujours, en fait. Je dis que c'est plus difficile de travailler, mais je ne dis pas que c'est impossible. Mais le travail a un peu changé. Mais voilà, certaines de mes collègues travaillent toujours là-bas, et le travail continue, et cette association existe encore. Donc en fait, on récupérait des trousseaux de copines dont c'était le dernier enfant, et on faisait circuler des petits vêtements, et on les donnait aux mamans qui accouchaient avec rien du tout. Mais moi, ça me déplaisait de faire la charité, parce qu'il y avait celles qui avaient des moyens, celles qui n'en avaient pas, ça ne me plaisait pas du tout. Donc on a finalement décidé de faire une association de mamans. Et il fallait être membre de l'association, avoir une carte. Et si on était dans l'association, on pouvait soit donner, soit recevoir des petits vêtements. Et donc, toutes les patientes avaient leur carte de l'association, et c'était une chaîne de solidarité dont elles y participaient. Et chaque fois, on leur disait, aujourd'hui, vous recevez, quand un jour vous aurez quelque chose, vous ferez un don à l'association. Et elles me disaient, mais moi, j'ai rien, elles étaient absolument paniquées. Je dis, oui, mais un jour, vous aurez quelque chose. Si vous y pensez, quand vos enfants seront grands et que vous n'aurez plus besoin de vêtements, vous les donnez. Mais il y avait cette dimension de les faire participer à quelque chose et puis aussi envisager le fait qu'elles n'allaient pas rester dans le dénuement. Ça me semblait fondamental en tout cas d'avoir cette perspective et de l'avoir pour elles.
parce que cette supposition, en fait, elle a quelque chose de dynamique, et ça, il me semblait que c'était vraiment très important. Quoi vous dire Pour leur ouvrier vraiment un avenir. En tout cas, on l'envisageait. Voilà. Après, les histoires sont lourdes parfois, mais voilà, il y avait aussi cette dimension, et ça c'était une des choses, des dimensions politiques de ce livre, c'est il y avait des femmes qui étaient là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et en fait elles n'avaient aucune connaissance du territoire. Et c'était vraiment frappant à quel point elles étaient perdues. Et l'hôpital nous a semblé, en tout cas cet hôpital, il me semblait qu'il y avait un travail de l'ensemble des soignants, pas seulement les soignants en maternité, mais même l'accueil, l'administration, etc. Un accueil qui était vraiment remarquable. Alors, c'est pas le cas dans tous les hôpitaux, hein, je dis pas. Mais en tout cas, là, il y avait une équipe qui était vraiment... et qui accompagnait les patientes et leur permettait de se repérer beaucoup mieux. Et en fait, le fait d'avoir... et puis aussi un travail sur la question du transfert, parce qu'on essayait de faire en sorte que ce soit les mêmes soignants qui accueillent les patientes. Et ça, c'est très important, et c'est quelque chose c'est une des raisons qui fait que l'hôpital a changé, c'est que quand on voit, il y a 9 consultations pendant la grossesse, quand on voit 4 ou 5 fois la même sage-femme, en fait, il y a un lien qui se tisse. Et ce lien, il est d'une grande qualité. Et quand on voit à chaque fois une sage-femme différente, ben, on ne dit pas la même chose. Donc, ce travail, en fait, avec le transfert, mais pas seulement de la part des psys, mais de la part de l'ensemble des personnels, c'était absolument fondamental. Et ça existe en PMI, même, c'est pas seulement du côté des psys. Et donc, à partir du moment où il y avait ces repérages humains, enfin ces repérages de personnes, eh bien, ça faisait des... Disons qu'elles avaient une géographie, elles avaient des trajets, et en fait, ça devenait un petit village, quoi. C'est-à-dire, on construit un village. Un village, c'est des gens qu'on connaît dans un territoire, et c'est ça qui se passait. Voilà, ça, c'est une sorte... là, il y a... J'ai une autre idée, je vais parler d'un point. Peut-être qu'il y a des questions, vous parliez des droits qu'elles apprenaient, quels étaient leurs droits, et c'était le cas le plus vraiment incroyable, c'était la carte vitale qui leur donnait vraiment une consistance. Et même la carte de membre de l'association. Oui, c'est fondamental. Oui. Dans le livre, la carte vitale. L'association, j'en parle bien dans le livre. Mais c'est vrai qu'une fois, une patiente nous a dit qu'on lui avait demandé ses papiers, elle avait donné la carte de l'association à un premier pas, ça nous avait fait rire. On s'est dit, après tout, c'est un papier. Et un papier comme un autre qui l'a fait participer d'une communauté. En fait, la question, c'est aussi de resocialiser. Et donc, ce qui nous a semblé, c'était un travail qu'il fallait un collectif. Et c'est pour ça que dans le livre, vous avez évoqué le fait que je parle de la psychothérapie institutionnelle. Il y avait cette dimension d'un collectif qui accueille ces femmes parce qu'elles sont isolées et il faut les réinsérer et les faire participer d'eux. Et ça, c'est une dimension qui me semble très importante. Et en fait, ce travail est assez proche à certains égards de la psychothérapie institutionnelle, même si on n'était pas... ces références existaient pour l'équipe, mais pas de manière pas explicite, de manière comme implicite. Et je pense, voilà, il y a des différences et il y a des similarités, mais voilà, je pense que ça, pour une part, ce travail, je disais, nous formions un corps, j'avais hésité sur ce terme, mais en fait je me suis dit, mais c'est vraiment ce terme, nous formions un corps, parce qu'il y a vraiment, disons, dans la question du transfert, quand une d'entre nous rencontrait une patiente, on branchait une autre collègue pour faire équipe autour de la patiente. Et donc c'était un transfert branché en série, en quelque sorte, sur le premier transfert. Donc il n'y avait pas du tout... Enfin, on a appris à travailler pas du tout avec une concurrence de transfert comme ça peut parfois se voir dans des structures où c'est compliqué, le patient est à l'un ou à l'autre, etc. Là, au contraire, à partir d'un transfert, on introduisait un autre soignant pour
pour une autre tâche ou pour un autre travail. Et d'emblée, la relation se passait très bien parce que c'était à partir d'un transfert qu'on construisait un autre transfert. Et donc c'est vrai que ce travail-là, je n'ai jamais retrouvé par la suite parce qu'on avait sans avoir de familiarité les unes avec les autres, on avait une intimité dans la compréhension. On disait ça c'est une patiente pour toi, ça c'est une patiente pour toi. Et puis dans le travail, de réunion, disons, d'intervision, voilà, il y avait une sincérité de chacune des membres de l'équipe qui était, on ne se jugeait pas du tout et on pouvait dire avec beaucoup de sincérité ce qui se jouait pour chacune dans chacune des situations. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, de toute façon, il y a un côté foire d'empoigne et il n'y a pas de règle. Enfin, on est amené à faire des trucs un peu inhabituels, mais je crois que si on travaille à l'hôpital, c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Il y a plein de situations que je n'ai pas racontées, mais des trucs parfois où j'avais des sueurs froides. Une patiente qui part au 115, elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Et le jour de son départ, pour elle, c'est vraiment aller à la poubelle, quoi. Le 115, c'était impossible de partir au 115. Alors que pour nous, c'était pas une si mauvaise solution, parce que déjà, avoir une place au 115, c'était pas si simple. Et en fait, je la sentais tellement dévalorisée, de ne pas avoir une place dans un foyer, etc. Que je me suis... Et puis, comme c'était du jour au lendemain, on n'avait pas pu faire en sorte qu'elle soit accompagnée, soit par notre assistante sociale, soit par quelqu'un. Et donc je lui ai dit, écoutez, elle devait partir à la gare de l'Est, gare du Nord, et ensuite changer de train ailleurs. C'était très très loin. Et je lui ai dit, je pars dans 5 minutes, si vous êtes prête, je vous accompagne gare du Nord. Et donc je l'ai prise dans ma voiture, alors je n'avais pas de chaise bébé, et je l'ai emmenée à la gare du Nord. Mais en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que c'est vraiment une clinique, là pour moi c'est une clinique totalement psychanalytique, parce que c'est une clinique à partir du transfert. C'est-à-dire parce que, si je l'accompagne, elle n'est pas mise à la porte en quelque sorte. Je l'accompagne et donc c'est vraiment, on est ensemble et il y a un lien qui fait que, qu'elle ne part pas de nulle part. Et donc, en fait, c'est dans les règles, je me dis, si j'ai un accident avec ce bébé qui n'est pas attaché, sans chaise, etc., je suis vraiment une folle furieuse, mais j'avais beaucoup plus peur sur le plan clinique, elle était inquiétante d'être dans cette situation. Et donc, d'une certaine manière, de faire ça, ça l'a protégée, parce que d'une certaine manière, ça permettait... le transfert, c'est protecteur, donc de la garder dans l'ordre du transfert. Et quelle est la durée moyenne des prises en charge? Parce qu'après, quand elles partent, vous les voyez plus. Si, elles reviennent. En fait, elles se font attraper dans le métro ou dans le RER. En fait, on essaye de garder un lien. Il y en a certaines avec lesquelles on va garder un lien parce qu'elles sont en Ile-de-France. D'autres ne vont pas partir très loin, donc on ne va pas garder le lien. Mais nous, on avait négocié d'avoir la possibilité de les voir jusqu'aux 3 mois de l'enfant. Alors, en fait, ça a été très compliqué de négocier ça, parce que on travaille en maternité, c'est la maternité. Quand la mère est hospitalisée dans le premier mois de l'enfant est hospitalisé avec la mère dans le premier mois. Après le premier mois, c'est plus en maternité, l'enfant est en pédiatrie. Donc, jusqu'au premier mois, c'était encore jouable, puisqu'il y avait des réhospitalisations maternelles. Après le premier mois, c'était très difficile de négocier. Mais comme le risque d'hospitalisation en psychiatrie est majeur dans le premier mois, mais même dans les 3 premiers mois après l'accouchement, parce qu'après un accouchement ou après un avortement, tout événement de ce type, postpartum, post-abortum, c'est la période où la femme est la plus vulnérable. Il y a une augmentation de risque d'hospitalisation en psychiatrie multiplié par 3. Donc c'est vertigineux. On leur disait, on travaille pendant toute la grossesse et au moment où il y a le
plus grand risque de décompensation, on laisse tomber les femmes, ça n'a aucun sens. Enfin. Donc on avait obtenu de garder jusqu'aux 3 mois de l'enfant. En fait, il y a certaines femmes qu'on a vues beaucoup plus longtemps parce qu'un transfert s'est noué et qu'on n'arrivait pas à les adresser. En fait, ce qui était difficile aussi, c'est de les adresser. Mais donc, du fait de la difficulté à adresser, le chef de service a proposé la construction d'une autre structure qui s'appelle la Maison du Bébé, qui existe toujours, et, qui était une maison d'accueil des femmes en postnatal. Et donc ça a été, enfin voilà, ça a généré un travail qui a porté ses fruits. Ce travail que je raconte, c'était jusqu'à la création de la Maison du Bébé. Après, c'était un peu différent. Et cette maison du bébé, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, cette maison du bébé, c'était l'ancienne maison du directeur qu'on a investi. Et en fait, c'est une maison d'accueil en journée. C'est un travail d'accompagnement du lien mère-enfant. Et c'est pour les tout petits, c'est vraiment les nourrissons. Sinon, il y a aussi un hôpital de jour mère-enfant qui à l'époque allait jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Aujourd'hui, je pense que on voit des enfants beaucoup plus jeunes parce qu'on sait repérer des difficultés d'enfants beaucoup plus petits. Oui, je voulais beaucoup vous remercier parce que vous parlez du transfert. Et ce que vous appelez transfert, évidemment, c'est radicalement différent que ce que beaucoup de gens qui se disent psychanalystes appellent le transfert. C'est-à-dire que là, il y a la richesse de la relation transférentielle, et ça me semble, dans tout ce que vous dites, une importance radicale, parce que c'est rarissime actuellement qu'on parle du transfert comme ça. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Enfin, certains parlent aussi de la folie du transfert, hein, et c'est bien aussi de ça dont il s'agit. Oui, j'étais sur la même trace que l'intervenant qui vient de parler, parce que moi, la question qui m'est venue, c'est la dissolution du transfert n'a aucun sens dans ce que vous êtes en train de nous raconter. Et en fait, la question, elle est venue jouxter une autre question, c'est le choix d'acculturation. Est-ce que vous, en tant que thérapeute, en tant qu'analyste, vous avez comme norme magnétique que votre patiente, elle a fait un choix d'acculturation? Ou est-ce que la question, vous ne l'avez jamais posée? Ah non, pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. En tout cas, c'est plutôt... Je trouvais ça intéressant aussi de faire ce travail en français, parce que le français, c'était la terre d'accueil, c'était le pays où elles allaient vivre, donc c'est s'inventer en français, et ça, c'était vraiment important. Mais ce parcours au sein de la maternité, on ne se rend pas compte à quel point ça entraîne une transformation. Je raconte dans le livre à un moment une femme qui fait une échographie. Elle est seule avec... Enfin, c'est une femme où, dans sa culture, on n'est pas seul avec un homme. Le médecin, c'est un homme. Il fait l'échographie. Il y a déjà là une transgression. Mais en fait, elle se rend bien compte que c'est important pour ce bébé. Et puis, elle est très contente d'avoir cette échographie. Donc, elle consent tout à fait. Voilà. Mais elle n'ose pas poser de questions au médecin parce que l'examen est un peu long, etc. Et finalement, on lui dit... Ah, la nuque est un peu épaisse, peut-être il faudra une amniosynthèse. Et elle se rend, d'une certaine manière, elle voit qu'on peut lui proposer une interruption de grossesse qui est inimaginable. En fait, c'est Dieu qui décide si un bébé va naître ou pas. Mais on lui pose les questions. Et le fait qu'on lui pose les questions la situe à une toute autre place. Et ça va modifier radicalement son rapport au fatum. Enfin, au destin, hein. Même si elle va dire non, moi je n'interromps pas la grossesse, le fait qu'on lui ait posé la question change subjectivement le rapport de cette femme au destin. Elle a le choix. En fait, elle est quelqu'un qui aurait pu avoir le choix. Elle n'a pas le choix, mais elle est quelqu'un qui aurait pu avoir le choix. Mais elle a le choix de choisir, puisque vous proposez. Elle a le choix, absolument. Et c'est de ce point de vue-là. Qui n'est pas rien. Ah non, c'est très important. Pas rien.
ça, la question est posée à toutes les patientes. Et en fait, c'est vraiment pas... le terme acculturation, je pense, c'est vraiment... C'est parce qu'on l'entend comme privatif. C'est pas déculturation. Le fait de perdre un trait culturel, c'est la déculturation. L'acculturation, c'est l'acquisition. C'est ce que vous venez simplement, je me posais la question, si vous, spontanément, vous étiez posé cette question, si elle était dépassée par les événements, si je veux dire. Je sais pas. En tout cas, certaines patientes avaient une immense culture, vraiment tout à fait... une très grande culture, c'était pas toujours... tout dépend, il y avait toutes sortes de patientes, mais dans les... En fait, il y avait tellement de situations différentes que je ne peux pas faire de généralité comme ça, mais il y avait des militantes politiques, il y avait des... Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, parce que j'ai choisi quelques cas qui m'ont semblé... En fait, il y a quand même une question. J'ai choisi un cas où il était question d'excision. Oui. Si j'ai choisi un cas où il est question d'excision, c'est aussi qu'on avait 16% de patientes excisées à Saint-Denis, ce qui est quand même énorme. Et donc je me suis dit, je ne vais pas taire cette situation. Et c'était compliqué de parler de ces sujets-là. En fait, j'ai choisi des cas. J'ai choisi Madame ABC et pas des prénoms, des noms de famille, parce que chaque fois j'ai essayé de choisir une situation qui parlait de plusieurs patientes. En fait, il y avait à la fois une dimension singulière, mais au-delà de la dimension singulière, il y avait des situations où il y a du collectif, où il y a la question du collectif. Quand je raconte une situation d'une patiente qui sort au 115, je dis l'année où je quitterai la maternité, 140 patientes sortent au 115. Donc à chaque fois, j'ai essayé de choisir des situations où à chaque fois il était question de collectif. Parce je voulais qu'il y ait cette dimension politique dans le livre. Pour autant, j'essayais quand même de faire entendre quelque chose d'un travail psychique. Donc j'ai illustré à chaque fois, j'ai choisi un cas, mais à la fin, j'ai essayé de faire en sorte de faire entendre qu'il s'agit du collectif aussi. Mais je trouve que dans le seul fait de lui dire, de parler de cette possibilité d'interrompre la grossesse, déjà, on lui fait vivre qu'elle est dans d'autres cultures et qu'il existe d'autres façons. Et ça me marque que c'est une ouverture vécue. Merci. On n'arrête pas d'être transformé par ce qui nous semble. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est un travail qui est vraiment nécessaire, important et qui m'a ramené, moi, en pays connu. En pays connu, mais pas à partir des mères, mais à partir de leurs enfants. À partir de leurs enfants devenus adolescents. Puisque j'ai travaillé dans le cadre de la justice avec des adolescents qui étaient pour beaucoup, je ne veux pas dire pour la plupart, mais pour beaucoup, des enfants de parents qui étaient émigrés et qui étaient en exil. En exil dans le sens où ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu leur famille, leur pays, leur langue, et le pays d'accueil n'était pas vraiment un pays accueillant. Alors, ces enfants ne savaient rien de leur histoire. Les parents étaient dans la honte de ce qu'ils avaient vécu, dans la honte de la façon dont ils étaient traités, maltraités. C'était le silence, et le silence d'un deuil. Et c'était la mélancolie des parents, même si ça ne se présentait pas sous une forme mélancolique, mais il y avait de la mélancolie. Et ces enfants ne savaient rien de leur histoire, donc ils étaient dans un éternel présent,
sans avenir parce qu'ils n'investissaient rien à l'école et sans passer. Donc tout le travail. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que vous disiez que ces mères étaient donc engluées dans des traumatismes et que d'une certaine façon, il fallait les aider à faire une rupture avec ce traumatisme pour s'ouvrir à ce qui allait se passer ici. Alors que le travail que je devais faire, enfin que moi je pensais devoir faire avec ces jeunes qui flottaient dans la vie, c'était de faire ce travail entre les parents et l'enfant. Et au cours de ces entretiens, d'amener les parents à parler de ce qu'ils avaient traversé, pourquoi ils étaient venus, ce qu'ils avaient vécu, qui était la cause de leur venue ici, comment ils s'étaient débrouillés, les douleurs, justement reparler des traumatismes et des douleurs pour que les adolescents regardent leurs parents avec tout à fait un autre regard. Et c'était extraordinaire même de voir ces enfants qui n'avaient jamais entendu les parents parler de ce qu'ils avaient vécu, les regarder avec une attention, enfin comme les bébés qui ne comprennent rien, pense-t-on, et qui sont le symptôme des parents et qui ne parlent pas encore, et qui, quand les mères parlent, qui écoutent comme ça et qui d'un seul coup réagissent. Et là, avec des adolescents, j'avais affaire à ça. Et je pensais que le travail avec ces adolescents, essentiellement, ça passait par les reconnecter à l'histoire de leurs parents et reconnecter les parents à leur propre histoire. C'est le travail en amont, c'est-à-dire permettre à une femme de prendre la mesure de son histoire. Parce qu'en fait, elles sont... le trauma, ça fige le temps. C'est-à-dire on est dans un temps informe, en fait, un temps où il n'y a pas de césure. Et donc là, le fait de mettre en récit... Et ça fait masse, c'est un tout qui fait masse. Et donc, voilà. Enfin, c'est vraiment ce travail-là de constituer un passé qui permet de construire un désir. Il y avait un autre point que je trouvais amusant de reprendre. Quand mes parents ont lu le livre, ils m'ont dit « Mais comment tu dis qu'on est des immigrés, mais nous on n'est pas des immigrés ?» J'avais dit « Je sais pas, vous n'êtes pas nés en France. » Et alors mes parents sont des gens cultivés et qui ont une culture française, plutôt très cultivée, mais eux ne se vivaient pas du tout comme des immigrés. Et je pense que c'est vrai, il y a des différents... Enfin, voilà, en tout cas, voilà, ça m'a fait sourire. Et moi, je me suis toujours vécue comme une fille d'immigrés, et eux, ils ne sont pas d'immigrés. Et ils m'ont dit, mais pourquoi? Je dis, je ne sais pas, il y a plein de choses. Et donc, je leur ai donné des exemples. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'à l'époque où j'étais encore à Saint-Denis, on disait les immigrés. Maintenant, on dit les migrants. Et ce point-là, ça me semble vraiment important parce que les migrants, ils sont nulle part. C'est-à-dire quand on immigre, on part d'un pays, on va vers un pays. Et les migrants, ils sont en chemin. C'est les errants sur la mer. Et je pense que ça, c'est une chose qui a beaucoup changé. Et même si certains patients avaient des parcours, ils étaient passés par l'Italie, etc. Et donc ils avaient un parcours même en Europe qui était déjà chaotique. Et voilà, enfin, ça c'est une chose qui interroge énormément. Parce que en fait, ça fait d'autres ruptures, encore plus de ruptures. En fait, plus il y a de ruptures, plus les gens sont traumatisés en fait. Parce que ils nouent des liens et à chaque fois ça se casse. Et que ce soit le 115 avec le SAMU social, les chaises musicales, quoi. Et en plus, maintenant, on les envoie à droite, à gauche, même pas en Ile-de-France, mais encore plus ailleurs. Donc ça c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance de ce que c'est que l'accueil,
qui est assez catastrophique. On parle des mères, on n'a peut-être pas encore évoqué les bébés, le moment de la naissance des bébés, parce que dans votre livre, vous en parlez, et c'est très, très intéressant aussi. Je pense à une des premières femmes dont vous parlez, qui voulait abandonner sa petite fille à la naissance, et bien sûr, quand elle a vu sa petite fille, dites-vous, à côté d'elle, elle ne l'a pas abandonnée. J'ai une situation assez similaire en ce moment, et je pense que ça m'intéressait. Alors, effectivement, il y a cette question de la naissance des bébés, parce que ces mères, elles sont là quand même, elles accouchent. J'aimerais bien peut-être que vous nous disiez quelque chose aussi de l'accueil du bébé, et puis peut-être reparler de la question de la contrebande. Effectivement, je me disais qu'on fait un peu tous de la contrebande, en fait. Je ne pense pas qu'on fait cette analyse sans avoir fait à un moment ou à un autre de la contrebande. Alors, en institution, peut-être que c'est un peu différent, mais en libéral, j'ai l'impression que bien souvent j'en fais. Par exemple, récemment, j'ai été amenée, vraiment, de façon extrêmement spontanée, sans y en avoir pensé, avant, à accompagner une patiente chez la dentiste. Mais parce que c'était tellement central, quand elle m'a parlé de sa bouche, que j'ai compris que là, il y avait quelque chose où il fallait que je lui prenne la main. Donc, je lui ai pas pris la main, mais je l'ai accompagnée chez le dentiste, et ça a ouvert quelque chose qui était fermé depuis des années pour elle, et j'ai découvert, alors que je la vois depuis longtemps, que sa bouche, c'était une catastrophe. Voilà, donc de la contrebande, je crois qu'il faut qu'on en fasse quand c'est nécessaire. Encore plus en institution, je crois. Peut-être plus en institution, c'est vrai. Ça me rappelle, effectivement, en institution, j'ai travaillé à l'hôpital Trousseau 30 ans, et il fallait qu'on dénonce absolument les parents maltraitants. Et j'ai fait de la contrebande 2 fois, où j'avais dit à cette mère, bien sûr, prends cette responsabilité avec vous de ne pas le dire, mais vous allez m'assurer quand même que ça va se passer autrement. Et ça a permis que cette mère, à un moment donné, dise qu'elle va placer momentanément cet enfant, mais ça a évité qu'il y ait une histoire de justice qui s'y mette tout de suite. La contrebande, c'est une position éthique que tu prends. Une position éthique. Oui, une position éthique que tu prends. Je ne vois pas pourquoi on appellerait ça de la contrebande. Oui, parce qu'on a parlé. Oui, bien sûr, comme on a parlé de contrebande là tout à l'heure. Oui, le mot c'est Sarah qui dit en contrebande. C'est moi qui l'ai pensé. C'est Sarah qui l'écrit. Oui, mais que ce soit Sarah qui l'écrit ne n'empêche pas que je pense que c'est une position éthique qu'on a par rapport à la politique actuelle. Oui, bien sûr. Répondre autrement que là où on nous attend. C'est par rapport à l'institution, c'est la contrebande, c'est pas par rapport à la passion. Alors Mais j'ai bien entendu. Dans mon livre, j'y vais carrément franco, je le situe d'emblée par rapport à l'héritage de la psychanalyse, puisque je dis, mais est-ce que la psychanalyse n'est pas de contrebande, puisque Freud en 1912-13, je ne sais plus, après la rupture avec Jung, offre des entailles de sa collection à certains membres qui seront le comité secret, qui se avec doivent, la bague. voilà, un anneau pour chacun avec des entailles antiques de sa collection, et que chacun, ce comité secret devrait être le garant de la psychanalyse. Et donc, d'emblée, la psychanalyse, elle se constitue dans une sorte de secret. Et en fait, je pense que c'est quelque chose de très fort et qui nous interroge, et je pense qu'on est toujours aux prises avec cette question-là. En tout cas, Jung est président de l'IPA et Freud fait un comité secret. Oui, donc voilà, j'ai proposé contrebande. Merci. Oui, il faut qu'on arrête. Ah, excusez-moi, je pars demain à 7h30. Mais oui.